Effectivement, donc aujourd'hui on va parler de OpenTelemetry et pourquoi, à mon avis, c'est super intéressant et c'est un outil que si vous le mettez en place, vous ne pourrez plus vous en passer en prod. Je vais faire une petite introduction, un petit icebreaker au début. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des enfants dans la salle. Moi j'ai 2 enfants et il y a quelque chose que j'ai vite appris, c'est que quand je les entends pas, il se passe des trucs comme ça, ou des trucs comme ça, ou des trucs comme ça. Et le parallèle avec des architectures distribuées, bon, il est tiré un peu par les cheveux, mais moi je l'aime bien, c'est quand vous monitorez pas et quand en fait vos microservices, vous les entendez pas et vous savez pas ce qu'ils font, vous savez pas s'ils font n'importe quoi ou pas. C'est un peu le parallèle avec les enfants quand on les entend pas. Bon, c'est plus souvent quand on les entend pas que ça va pas, mais l'idée c'est être capable de se dire qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on va avancer pour pouvoir écouter nos systèmes. Je vais me présenter quand même, merci. Donc Vivien, il m'a un peu tout spoilé. Moi je viens de Bordeaux quand même, et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans la tech. Ça sera le fil rouge aujourd'hui de cette présentation, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on veut monitorer. Et on va avoir cette petite architecture très très simple qui pourrait représenter de l'e-commerce. Ce Rex, il se base normalement sur quelque chose que j'ai vraiment mis en place sur une plateforme. 300 instances à peu près de microservices. Malheureusement, je ne peux pas divulguer le nom de mon client. Donc on va partir sur quelque chose de très basique où on a des appels HTTP, on va avoir des bases de données, on va avoir de l'event avec Kafka. Et on va essayer de se dire pourquoi est-ce qu'on veut monitorer et qu'est-ce qu'on veut monitorer, qu'est-ce qui est important de monitorer dans ce genre d'architecture et à quoi ça va nous amener. L'idée, ça va être de connaître son système. C'est super important de connaître son système. Là, je vous ai montré, j'ai 4 microservices. Aujourd'hui, chez mon client, il y en a 300 instances de microservices. Ce genre de schéma, vous n'êtes pas capable de le faire et vous n'êtes pas capable de connaître facilement votre système si vous n'avez pas de monitoring. Ça va être aussi intéressant de pouvoir dimensionner son système. L'exemple le plus concret que je peux prendre, c'est sur une période de solde ou de Black Friday, j'ai beaucoup plus de trafic que quand je suis à 3 heures du matin, un jour normal, où j'ai très peu de trafic, et donc mon système il ne doit pas répondre de la même manière, et il n'est pas stressé de la même manière, et donc si je ne suis pas capable de savoir comment il se comporte au quotidien, je ne serai pas capable de le dimensionner de manière correcte sur des gros événements. Ça va être aussi être capable d'alerter sur l'e-commerce, pareil, imaginons je suis habitué à avoir 300 commandes par heure, et sur un créneau j'ai eu 3 commandes. Ça serait bien de se dire ah mince, pourquoi est-ce que j'ai eu que 3 commandes, peut-être faire de l'alerting, me dire voilà mon nombre habituel de commandes, et être capable de réagir et de faire de l'alerting et d'anticiper en fait ce genre de problème, parce que si vous les anticipez pas, ces problèmes, ça va coûter de l'argent et vous ne serez pas capable derrière le business il va perdre de l'argent, il va venir vous taper sur les doigts. Quand on fait du monitoring, on a 3 données principales. On va appeler ça les données de télémétrie. D'accord. On a les logs. Je pense que c'est le truc, tout le monde se raccroche aux logs. C'est le truc de base, tout le monde connaît très bien les logs. C'est là depuis super longtemps. Quand il y a un problème, on va voir les logs. Ok, ça, tout le monde connaît. Les métriques. Est-ce que déjà tout le monde connaît les métriques ici? Ouais. Vous pouvez lever la main si... Ouais, ok. Les métriques. Les métriques, on a 2 types de métriques principales. La première, ça va être les métriques techniques. C'est celles qui sont, entre guillemets, assez simples à visualiser. Ça va être le nombre de requêtes par seconde, ça va être la consommation CPU, la consommation de la RAM que va avoir mon système. Et après, d'autres qui sont un peu moins utilisées, et je trouve ça dommage, c'est les métriques métiers. J'ai parlé là du nombre de commandes par heure que je suis capable d'avoir. C'est pas une métrique qui va être naturellement donnée à mon système, d'accord. Il va falloir que je sois capable de la collecter et de l'exposer, d'accord. Et donc ça, c'est des métriques métiers sur lesquelles après on va pouvoir aussi réagir. Et les derniers, ça c'est un peu moins connu. Est-ce que tout le monde est au courant, connaît les traces distribuées? Tout le monde connaît les traces distribuées? Il y a un peu moins de mains que sur les métriques. Les traces distribuées, c'est être capable de suivre une requête de A à Z et de savoir par où est-ce qu'elle est passée. Quand on est dans un monolithe, c'est super facile, vous êtes dans votre monolithe et vous pouvez faire du profiling et vous allez suivre un peu, mais vous n'avez pas d'appel réseau. Quand vous êtes dans une architecture microservice, vous allez avoir des appels
HTTP à différents microservices, vous allez avoir des appels à base de données, vous allez potentiellement avoir des events aussi, vous allez passer dans des fils Kafka, des fils Rabbit, ce genre de choses. Et savoir le principe des traces distribuées, c'est de se dire, bah, ok, ma trace, elle est passée par tous ces services, elle a pris tant de temps à chaque endroit, et voilà ce qu'elle a fait. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Voilà les 3 grandes données de télémétrie. Du coup, c'est quoi le rapport avec OpenTelemetry? OpenTelemetry, juste en introduction, c'est né, c'est assez récent, je crois que ça a 2-3 ans. C'est assez récent OpenTelemetry. L'idée, c'est que quand ils ont fait les traces, c'était le petit dernier là, des données de télémétrie, ils se sont dit, au début, il y avait Jaeger, il y avait Zipkin, c'était les 2 plus grands du marché. Ils se sont dit, ok, on va faire un standard. On va faire Open Tracing. Ils ont fait Open Tracing, et du coup, ils avaient un standard. Donc ça veut dire que tout le monde qui voulait mettre en place du tracing distribué, en fait, ils faisaient de l'Open Tracing et ils respectaient un peu ces normes-là. Après, il y a eu pour les métriques, ils ont fait Open Census. Puis ils se sont dit, mais attends, on a 3 données de télémétrie, pourquoi on ne ferait pas un projet qui fait Open Télémétrie et qui permet de standardiser toutes les données de télémétrie? Et donc du coup, ils se sont basés sur Open Tracing, Open Census, ils les ont gardés, puis après ils ont aussi standardisé les logs. On va en venir après. Mais du coup, c'est quoi Open Télémétrie? On pourrait se dire, c'est un projet, déjà c'est un projet open source. C'est un framework d'observabilité. C'est un outil de collecte de données, et c'est un standard aujourd'hui dans le monde du monitoring. Il y a une intégration dans la plupart des langages du marché. Je crois que dans tous les très gros langages du marché aujourd'hui supportent. Il y a des implémentations qui le font et ça se passe super bien. Java, .NET, PHP, Go, JS, tous ces langages-là. Je crois qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'instrumentations qui sont disponibles. Elles ne sont pas toutes stables sur toutes les données de télémétrie, mais par exemple sur les grands, on prend Java, aujourd'hui tout est stable et vous avez quelque chose qui marche sans problème. Ce que ce n'est pas OpenTelemetry, c'est un outil tout en un comme Datadog ou Dynatrace. J'en ai parlé tout à l'heure, on m'a dit ouais, mais du coup ça ressemble un peu à Datadog ou Dynatrace. C'est pas du tout ça. D'accord? OpenTelemetry, c'est un outil qui va collecter de la donnée, mais derrière, la donnée, elle vous est fournie, mais elle n'est pas traitée. Donc, ce n'est pas un back-end de traitement de données. Par exemple, Datadog, vous payez Datadog, super, ça coûte très cher, mais ça marche. Datadog, il vous installe des agents, ça vous collecte de la donnée, ça vous l'expose dans le dashboard de Datadog, et là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. OpenTelemetry, lui, il va juste vous exposer la donnée, et après, ça va être à vous de la traiter, la donnée. Donc, on va garder des outils, on va garder du Prometheus, on va garder du Jaeger, on va garder du Loki ou ce genre de choses, ou de l'Elastic pour pouvoir afficher les logs, mais on va les collecter grâce à OpenTelemetry. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? J'en ai parlé brièvement, mais l'idée, c'est d'avoir un outil unique. Ok? C'est de ne pas avoir à changer son code si on change d'outil. Je fais le parallèle avec les architectures hexagonales ou ce genre de choses où on essaye de se dire, ok, à chaque fois que je sors d'une couche, là, la couche oignon, je vais abstraire mon implémentation pour ne pas devoir à chaque fois tout rechanger si je change un outil. Là, l'idée, c'est un peu la même chose, c'est de se dire, je mets OpenTelemetry, je vais être capable de pouvoir faire du monitoring et de l'observabilité, mais si demain, il y a un super outil génial qui marche, par exemple, j'ai Prometheus et il y a un nouveau outil là en ce moment, ah mince, j'ai oublié le nom, mais il y a un nouvel outil de Metrix là qui est assez récent, j'ai oublié le nom, pardon. Mais je veux changer, j'ai rien à faire en fait, j'ai pas besoin de changer mon code pour pouvoir changer cet outil. Je veux aller sur Dynatrace, je veux aller sur Datadog. Aujourd'hui, Datadog, Dynatrace, ils sont compatibles OpenTelemetry, ils utilisent OpenTelemetry aussi dans leur système, donc ça veut dire que si je veux pouvoir utiliser le back-end de Datadog qui est assez puissant tout en collectant la donnée avec OpenTelemetry, je vais pouvoir le faire. Et donc ça va permettre de simplifier l'instrumentation derrière aussi dans tout ce qui va être autour de mon code. Après, la question qui se pose, c'est comment on instrumente? Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je mets en place OpenTelemetry? Je reprends le parallèle avec Datadog. Datadog, il vous donne le truc, ça marche. Là, c'est à nous de le faire. La première chose qu'on pourrait faire, c'est on se dit, ok, je vais aller sur Internet, je vais aller sur Google, je vais dire OpenTelemetry. Bon, moi, on va faire un peu de Java, de Spring. Donc on va dire, ok, je vais faire du OpenTelemetry Spring, dis-moi comment ça marche. Ok, bon, je vais trouver super des trucs côté Gradle. Donc ça, c'est juste les librairies Gradle que je vais pouvoir importer. Mais il y a quelque chose qui me dérange quand même, c'est, je vous l'ai dit, j'ai 300 instances de microservices. Est-ce que je vais devoir aller dans chacun de mes microservices pour ajouter ça? Ou il est une libcore, machin, mais ça veut dire qu'il va falloir que je rebuild tout. Bon, ça me tentait pas trop. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que OpenTelemetry fournit
un agent. Donc là, on est sur du Java, mais l'agent, il existe en .NET, en Go, il existe un peu partout. C'est quelque chose qui vous est fourni, que vous allez pouvoir tout simplement ajouter à votre code. Et derrière, ça va... Vous n'avez rien besoin de faire. C'est-à-dire que là, du coup, la seule chose que j'aurais techniquement besoin de refaire, c'est de rebuilder toutes mes images Docker. Je vais venir après sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et qui évitera de rebuilder toutes les images Docker. Mais là, techniquement, je télécharge mon agent Java et je l'attache à mon process Java. Et du coup, j'ai un agent Java OpenTelemetry qui va me permettre de collecter les logs sans avoir besoin de modifier le code. Okay, donc là, l'agent Java, et après je vous montrerai comment le faire de manière industrielle, parce que là, pareil, je ne vais pas rebuilder 300 images Docker, c'est pas possible. Comment ça marche? Du coup, on a notre service. Là, le petit service, donc n'importe quel service qui va traiter un service, microservice, je sais pas, on pourrait dire le service shopping cart, là. Et du coup, il va avoir un petit agent OpenTelemetry qui va tourner dans le process. Et ensuite, il va envoyer cet agent, il va envoyer les données de télémétrie, donc il va envoyer les traces, les logs, les métriques, il va les envoyer à un back-end de traitement de données. Et le traitement de données, après, le back-end, vous allez le configurer pour pouvoir, ce qu'on disait tout à l'heure, faire de l'alerting ou pour tout simplement visualiser les traces. Comment on exporte les données? Ça, c'est le truc un peu de base, c'est de se dire, du coup, c'est ce que je vous ai montré, ok, je pointe directement vers le back-end de données, donc je peux configurer mon agent OpenTelemetry, je lui donne un petit nom, le service name. Alors, hôtel, c'est le petit, vous m'entendrez souvent dire hôtel, ou si vous commencez à regarder OpenTelemetry, vous verrez souvent écrit hôtel ou OTLP, c'est les petits noms, parce que OpenTelemetry, c'est long à lire et à écrire, c'est long, c'est super long. Donc, on lui donne un petit nom. Ensuite, on va lui dire où est-ce qu'on exporte les traces, donc le endpoint, et après, vous pouvez aussi lui dire à quel format vous les exportez, les traces, ok? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tous les back-ends de traitement de données, ils n'étaient pas compatibles OpenTelemetry. D'accord? Donc ça veut dire que vous les exportiez au format du traitement de back-end. Et donc après, c'était... vous verrez comment ça marche, mais dans l'agent Java, en fait, il y a des petits plugins que vous pouvez rajouter qui permettent de les exporter au bon format de données. Maintenant, la plupart des back-ends de traitement de données, en fait, OpenTelemetry, ça devient vraiment le standard. Ils sont tous compatibles OpenTelemetry, donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez plus besoin de spécifier. Et donc, on va dire, voilà, j'exporte les traces distribuées, j'exporte les métriques, j'exporte les logs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois outils en même temps. Moi, quand je suis arrivé, on avait déjà Elastic, ça c'est la base en règle générale, la stack ELK, tout le monde la connaît, c'est le truc un peu rassurant. Il y avait déjà ELK, j'avais pas besoin d'instrumenter pour les logs. Donc je ne l'ai pas fait, je lui ai dit, exporte pas les logs, exporte-moi que les métriques et les traces. Bon, ça c'est pas ouf, parce que on se lie fortement à un back-end, donc ça veut dire que là j'ai de la configuration. Si demain, je reprends mon truc, je veux changer de back-end de traitement de données, je vais être obligé de changer toutes mes configurations dans tous mes microservices pour que je puisse changer de back-end de traitement de données. Du coup, OpenTelemetry, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils vont mettre un collecteur qui, lui, va servir de proxy entre tous vos services et vos back-ends de traitement de données. Et au final, votre configuration, elle devient très très simple. Vous avez le nom de votre service et le collecteur OpenTelemetry qui, lui, va ingérer les données. Et ensuite, c'est le collecteur OpenTelemetry qui va se charger de pouvoir les envoyer vers les différents back-ends. Et on va rentrer maintenant dans ce que ça pourrait ressembler. Donc une architecture globale, ça pourrait être, on a une application avec le petit agent OpenTelemetry. On va avoir le collecteur, ici on va avoir un collecteur qui va exporter vers des back-ends. On peut aussi avoir des collecteurs qui s'enchaînent. On peut avoir des règles différentes en fonction des collecteurs pour des problématiques de scalabilité. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être faites au niveau des collecteurs pour pouvoir gérer de la scalabilité, pour pouvoir gérer et faire du processing de données. Maintenant, on va essayer de faire ça, en vrai, et sur quelque chose qui est concret, et se dire, je veux pas aller dans le code, quoi. J'ai pas envie de faire l'effet démo, là, je parle un peu de Hype-Driven Development dans l'abstract, c'est de se dire, comment on fait ça concrètement, et si demain vous voulez le mettre en place, c'est rigolo, je l'ai fait avec un collègue hier, lui, ils sont sur AWS, en une journée, il monitorait sa prod. L'avantage, c'est qu'il avait déjà les back-ends, il avait tous les back-ends AWS, mais par contre, l'instrumentation et la collecte des données, ça s'est fait... voilà, c'était super simple. Et je vais vous montrer comment ça marche. Là, on va parler un peu de
Kubernetes. Je vais essayer d'être le plus léger possible sur Kubernetes et de rentrer dans le détail un petit peu, mais bon, voilà, moi là on va faire du Kubernetes. Et donc qu'est-ce qu'on va rajouter à notre cluster pour pouvoir rajouter OpenTelemetry? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un opérateur. Dans le langage Kubernetes, un opérateur, c'est quelque chose qui va permettre de manager des ressources qui sont définies via ce qu'on appelle des Custom Resource Definition, les CRD. Quand vous avez un fichier, quand vous voulez déployer quelque chose dans Kubernetes, en règle générale, vous avez les beaux fichiers YAML là, qui sont longs comme le bras. Et donc Kubernetes, lui, il en reconnaît plein il en a plein qu'il connaît, c'est ses fichiers de configuration à lui. Mais quand je veux pouvoir déployer quelque chose que Kubernetes ne connaît pas, donc là par exemple je veux déployer le collecteur OpenTelemetry, et bien en fait je vais installer un opérateur OpenTelemetry qui me permettra de déployer des composants OpenTelemetry sur le cluster. Donc ça c'est l'opérateur. L'opérateur c'est super simple, vous faites un kubectl apply de l'opérateur et ça marche. L'opérateur est là. Et ensuite on va déployer deux choses qui elles sont plutôt intéressantes. On va déployer le collecteur, donc qui va recevoir et exporter les données, et on va déployer un petit composant d'auto-instrumentation. Et lui il est cool parce qu'il injecte automatiquement l'agent Java dans mes conteneurs Docker. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'avoir à rebuilder mes conteneurs Docker. Ça va se faire tout seul pour moi. On va rentrer dans le détail. Ça, c'est le collecteur, c'est la configuration d'un collecteur, donc voilà un peu tout ce qu'on a. Donc c'est ce que je disais au début, on a un type OpenTelemetry Collector, donc ça c'est quelque chose qui est reconnu par mon opérateur, qui va me permettre d'installer le collecteur. Je vais lui dire, je vais lui donner un petit nom, un namespace, je vais lui donner le mode de déploiement et l'image. On va rentrer. C'est quoi le mode de déploiement? Il y a deux modes il y en a trois en vrai, mais il y en a deux principaux quand vous voulez partir en prod. Il y a le mode sidecar ou le mode daemon set. Mode sidecar, c'est comme la moto à côté. Là, vous avez la moto, vous avez le petit sidecar à côté. C'est pareil, ça veut dire que votre service, il va avoir un petit collecteur, un petit service qui va lui être attaché directement. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, j'aurai un service et un sidecar. Vous avez la possibilité d'avoir du daemon set pour pouvoir scaler par rapport au nombre de nœuds. Moi, comme j'avais beaucoup d'instances de microservices et qu'en termes de scalabilité, j'étais pas encore sûr de comment ça allait se comporter, j'étais parti sur du mode sidecar. C'était plus rassurant sur de la mise en place progressive. Ensuite, vous allez définir comment est-ce que vous collectez les données. Donc, la première étape, c'est vous avez du receiver. Et vous allez lui dire, OK, le receveur, il reçoit de l'OTLP, donc OpenTelemetry, et il supporte les protocoles. Aujourd'hui, les deux protocoles principaux, c'est gRPC et HTTP. Avant la version 2.0, le standard, c'était gRPC. Depuis la version 2.0, ils sont passés sur du HTTP protobuf pour pouvoir exporter pour que le collecteur puisse recevoir les données. Donc là, moi, je les reçois que au format OpenTelemetry, d'accord? Mais si j'avais des formats propriétaires, je pourrais les recevoir sur un autre format. Ensuite, on a le process des données. Ça, c'est pas obligatoire, mais techniquement, vous pouvez processer les données. Donc, par exemple, moi, j'utilise Loki pour pouvoir recevoir mes logs. Et ben, en fait, je vais rajouter des labels à chaque trace et je vais lui donner, voilà le service qui est associé à cette trace, voilà le pod, voilà le namespace. On peut faire plein de choses dans le processing de données. Si vous n'avez pas besoin de faire de processing de données, vous ne mettez pas de processing de données. Et ensuite, on a les exporteurs. Et donc là, c'est vers où est-ce que je vais exporter mes données. Donc, ce que je vous disais, là, par exemple, j'ai Loki pour les logs. Je vais avoir Jaeger et Tempo pour les traces. Ça, c'est pour montrer que je peux exporter les traces dans deux systèmes de back-end différents. Il n'y a pas de problème, ça marche en fait. J'ai pas besoin d'en avoir qu'un seul, je peux en avoir 2, 3, 4, ça me permet de tester un back-end de données sans avoir à impacter le fonctionnement actuel. Et après j'ai Prometheus pour venir récupérer les metrics. Et à la fin, on configure les différents services, donc on retrouve nos 3 données télémétrie, les logs, les traces et les metrics, et après chacun, on va lui dire, voilà comment est-ce que je veux recevoir les données, voilà s'il y a du processing ou pas, et voilà les exporteurs, vers où est-ce que tu exportes les données. Et ça, c'est le collecteur. Ensuite, après, vous appliquez cette configuration, et donc ça va déployer un collecteur sur votre cluster. Donc si vous êtes en sidecar, je vais vous montrer comment ça marche pour pouvoir rajouter le sidecar à vos services. Si vous êtes en daemon set, ça va juste déployer des collecteurs directement sur votre cluster. Et ça va rajouter aussi un service pour pouvoir l'appeler directement. Pour l'agent, c'est beaucoup plus facile. Voilà, vous définissez un type instrumentation. Vous lui donnez, donc là, comme on était en mode sidecar, je mets juste 00 chez localhost et je lui dis utilise le port 4318, c'est pour HTTP. Et ensuite, il y a le sampling. Alors le sampling, je vais y aller très rapidement, mais parce que c'est important à mon avis. Principalement, c'est pour dire
qu'est-ce que je collecte effectivement comme données? Parce que quand vous avez énormément de volumétrie de données, des fois, c'est pas intéressant. Imaginez, vous avez 10 millions d'appels, je sais pas, par heure, HTTP. Et que dans ces 10 millions d'appels, 95% ils sont en succès, c'est tout le temps les mêmes. Est-ce que c'est intéressant de tout stocker? De se dire, non, peut-être que j'ai pas envie de tout stocker, peut-être que je veux stocker qu'un pourcentage, peut-être que je veux stocker que celles qui sont en erreur. Genre, si elle a marché, j'en stocke que 10%. Par contre, toutes celles qui sont en erreur, ça va être intéressant, ça, je vais vouloir la débugger, donc ça, je veux la stocker. Et donc, c'est là qu'intervient le sampling. On a deux types de samplers. On a les samplers, ceux qui marchent par qui sont en décisionnel directement par la première requête, ce qu'on appelle les head samplers. L'idée, c'est de se dire, dès que je reçois une requête, je décide si je la garde ou pas. Si je la garde, elle est très bien, elle est samplée. Si je la garde pas, elle est drop. Et après, dans le head sampler, vous avez le parent base. L'idée, c'est de se dire, si ma trace parente, je la garde, je vais garder toutes les traces enfants. Ça évite d'avoir des traces orphelines. Parce que si vous n'êtes pas en parent base, potentiellement, il y en a que vous allez garder, d'autres que vous allez perdre, et vous n'allez pas avoir quelque chose qui est logique. Et après, par contre, si vous voulez faire quelque chose de plus poussé, et d'être capable de vous dire, ok, s'il y a eu une erreur sur cette requête, celle-ci, je la garde. S'il n'y a pas d'erreur, ça, en fait, on va faire du tail-based sampling, donc à la fin de la requête. Mais ça, la complexité est beaucoup plus importante, parce que pour que ça marche, il faut que il garde toute la requête en mémoire. Et donc ça veut dire que le collecteur, il y a un collecteur qui doit avoir toute la requête. Donc dans des systèmes scalables, je vous laisse imaginer, c'est possible, mais c'est super complexe. Nous, on va faire du always on parent base, ça veut dire qu'on va garder toutes les traces, parce que j'avais pas des problématiques de volumétrie qui étaient aussi importantes que ça. Et ensuite, pour que ça marche sur le déploiement, donc ça, sur votre type de déploiement Kubernetes, vous rajoutez juste ces deux annotations, donc le sidecar et l'instrumentation, et après vous redémarrez votre service, et il démarre avec son agent, son sidecar, et ça marche. Alors, du coup, on va montrer un peu en pratique ce que ça donne. Donc là, je vais vous montrer mon architecture avec mes 4 microservices. Donc on va vouloir commander des produits. Donc là, j'ai plein de produits, donc on va commander, on va commander une PS5. Hop. Alors du coup là forcément comme je perds je vais me mettre comme ça. On va regarder s'il y a du stock. Là c'est le moment où c'est l'effet démo, je sais jamais si ça marche pas. J'espère que ça marche. Hein. Donc on a 56 PS5 en stock, très bien. On va passer la commande. Donc on va en prendre, je sais pas, on va en prendre 5, on est des scalpers. Hop. Bon, maintenant ça sert plus à rien sur les PS5, mais ça marchait mieux quand c'était il y a 2 ans. Donc ok, on va créer un panier. Hop, execute. Très bien, donc là j'ai créé un panier. Et ensuite je vais passer ma commande. Toc. Toc. Execute. Super, donc 204, ok, donc techniquement je suis censé avoir passé ma commande. Si on revient sur le stock et qu'on vérifie que on était à 56, et si on réexécute, très bien, on n'a plus que 51 produits. Bon, ça c'est c'est pas ce qui vous intéresse. Donc là, super, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé effectivement derrière comment est-ce qu'on monitore tout ça? Donc moi, je suis parti sur la stack Grafana. Donc là, mes microservices, ce qu'il faut savoir, c'est que je les ai développés en Java et Spring, et il n'y a aucune notion de OpenTelemetry, de quoi que ce soit. Ok, j'écris des logs, mais comme j'écrirais des logs de manière standard. J'ai pas mis un formatage spécifique pour pouvoir récupérer certaines notions. J'ai pas injecté de quoi que ce soit. Je suis parti vraiment sur mon microservice comme je le développerais, et ensuite je leur ai rattaché ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc OpenTelemetry, le sidecar, l'agent, et c'était parti. Et donc là, on va regarder un peu ce qui s'est passé au niveau de mes logs. Donc on va aller regarder dans le service de stock, service name. Dans le service de stock. Donc là, OpenTelemetry, pour moi, tout seul, en fait, il s'est dit, bah tiens, maintenant, je suis comme Spring, lui, il est compatible OpenTelemetry, donc ça, c'est l'avantage de Spring, par contre, derrière. Il m'a sorti tout ça. C'est lui qui a sorti la log, donc là, j'ai le body, hein, ok, j'ai reçu une commande de PS5, de quantité, et derrière, il m'a sorti toutes ces informations
tout seul, sans que j'ai rien besoin de lui demander. Il y a des trucs qui sont intéressants, c'est le trace ID et le span ID. Donc je vais juste formater ça au format JSON pour que je puisse les collecter de manière un peu plus propre. Donc là, ça c'est Loki qui me fait ça. Et donc après, on a la trace ID et la span ID. Donc le trace ID, c'est vraiment c'est ce qui va nous permettre de... c'est un peu le correlation ID pour ceux qui connaissent au niveau des logs. Mais c'est quelque chose qui m'est fourni, je n'ai pas besoin de le gérer moi-même. Et du coup, ça va me permettre de remonter à la trace de quand j'ai passé une commande. Et là, je suis capable de voir tout ce qui s'est passé, combien de temps ça a pris à chaque couche de mon service. Je peux voir que quand je passe une commande, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va appeler le shopping cart. Le shopping cart, lui, va faire un appel en base de données. Ce qui est cool aussi, c'est que je peux voir la requête qui est faite au niveau de ma base de données. Bon, alors là, c'est le JDBC template, donc il y a des trucs qui sont un peu obfusqués, mais sur d'autres bases de données, vous n'avez pas ces trucs-là, mais vous avez l'idée, vous êtes capable de voir, ok, là, il a fait un select ID. Donc, par exemple, si vous voyez qu'une trace sur un appel de base de données est super lent, en fait, vous avez directement la requête SQL qui est jouée et vous allez être capable de tout de suite pouvoir l'analyser. D'accord? Ensuite, on continue à descendre, super, ok, donc il a renvoyé le cart. Orders, après, il a fait un publish. Donc, publish, c'est j'ai envoyé un événement. Donc là, c'est parti dans Kafka. Et donc, le stock, il a consommé le message. Voilà, donc hop, là ça a été publié, là ça a été consommé, et puis après le stock, qu'est-ce qu'il a fait? Pareil, il a fait son select, et puis après il a fait son update en base de données. Donc là je suis capable de suivre vraiment sur toutes les couches de mon service, les appels en base de données, les événements, les topics. J'ai pu tout suivre pour voir un peu ce qui s'était passé. Donc ça c'est plutôt cool à ce niveau-là. Il y a quoi derrière tout ça? Et c'est ce que je vous ai montré, parce que je vous ai montré le collecteur, mais comment est-ce que je traite les données? Pour les traces, moi je suis parti sur une stack full Grafana. Pour les traces, j'utilise Grafana Tempo. Donc c'est un outil de gestion de traces distribuées. Il est basé uniquement sur le standard OpenTelemetry. Ça veut dire que vous faites du tempo, vous êtes obligé de travailler en OpenTelemetry. Il est compatible par contre avec les formats. Et en fait, cette slide, je crois qu'elle est plus bonne parce qu'en fait, les formats Zipkin et Jaeger, ils ont été quasiment abandonnés puisque c'est pareil, Zipkin et Jaeger. En tout cas, Jaeger, je ne sais pas s'il est abandonné complètement. Donc pour les vieilles versions, c'est compatible. Mais pour les nouvelles versions, Jaeger, il ne marche qu'en OpenTelemetry. Il ne fonctionne plus avec son format propriétaire. Et bon, il a une intégration poussée avec Grafana. Pour les logs, j'ai fait du Loki, donc c'est un outil d'agrégation de logs. Bon, ça, vous le connaissez. Ça parse les entrées, ça me permet d'extraire certaines informations. C'est super cool. Et ça reçoit les données via un système de push depuis le collecteur. Pour les métriques, j'utilise Prometheus. Donc c'est un système de monitoring et d'alerting qui est basé sur les métriques. Prometheus, il ne fonctionne pas comme la plupart des outils de back-end où vous leur envoyez de la donnée. Prometheus, c'est lui qui vient chercher la donnée, il vient scraper ce qu'on appelle du scrapping de données. En fait, Prometheus, on va lui dire, voilà tous les endpoints sur lesquels tu dois aller chercher de la métrique, et c'est lui qui va venir les chercher, les métriques. Donc par défaut, je crois que c'est toutes les 30 secondes, il vient chercher les informations. Je ne suis pas sûr à 100% de mon dire, mais s'il y a quelqu'un qui le sait exactement, il n'hésitera pas à me corriger. Mais en gros, il va scraper les données, donc il le fait par intervalle, donc ce n'est pas du temps réel à proprement parler, il va venir chercher les métriques au fur et à mesure. On va voir pourquoi ça peut être un peu gênant, juste maintenant. Et ça gère les données grâce à un format basé sur les time series, donc l'idée c'est tout est géré au niveau du temps, et donc ça va vous permettre d'avoir des graphes de données qui sont vraiment sur un intervalle de temps donné. Qu'est-ce que peut nous apporter OpenTelemetry? Il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de se dire, et si on consommait de manière responsable aujourd'hui dans tout ce qui est le Green IT, ce genre de choses. Moi j'ai vu beaucoup de cas où, par exemple pour les soldes, je reprends mon exemple des soldes, les gars on va tout scaler à 5, comme ça on est sûr que notre système y tient. Mais des fois, on a oublié à la fin des soldes que tout était scalé à 5, et puis du coup, on a 5 microservices, 5 instances de tout, donc 300 instances x 5, 1500 instances, paf, le cluster, ça chauffe et tout. Mais derrière, on a oublié de scale down, donc en termes de consommation, c'est pas ouf. Je vais vous faire une petite démo avec Vegeta, donc c'est vraiment Vegeta, j'utilise un outil Go, donc je vais le lancer... je vais vous expliquer ce que je fais juste après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais générer de la charge sur mon microservice, mon microservice produit, et je vais l'appeler à 10 appels par seconde à peu près. Donc là, c'est parti, ça génère la charge. Et du coup, ce que je vais utiliser alors j'appelle ça le scaling automagique.
j'ai utilisé quelque chose de Kubernetes qui s'appelle le Horizontal Pod Autoscaler, donc c'est un super nom compliqué. Qu'est-ce que ça fait? L'idée, c'est d'être capable de faire du scaling automatique en fonction de métriques que vous allez avoir. Vous allez dire, OK, c'est quoi le nombre de réplicas minimum? C'est quoi le nombre de réplicas maximum? Ça va vous permettre de faire monter en charge votre microservice et de le faire descendre en charge. Ça va se baser sur une métrique. C'est là qu'intervient OpenTelemetry. Aujourd'hui, OpenTelemetry, par défaut, avec Spring, mais même avec tous les autres, je crois, le nombre de requêtes par seconde, il m'est donné. Okay, donc j'ai le nombre de requêtes par seconde, je suis capable de savoir combien il prend en charge. Et ce que je me suis dit, c'est si je prends plus de 8 requêtes par seconde, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi 8, je scale up. Donc ça veut dire que si j'ai un pod et que je suis à 7 requêtes par seconde, ça va. Si je passe à 10 requêtes par seconde, je vais passer à 2 pods. Si je passe à 18 appels par seconde, je vais passer à 3 pods, etc. etc. Jusqu'à 10. Si après je dépasse 10, je n'irai pas au-delà de 10. Je lui ai dit, je veux maximum 10 pods, tu ne vas pas plus loin. Et ensuite, je peux aussi lui définir un comportement custom. Quelque chose qui peut être vachement dangereux, c'est le scale down. Aujourd'hui, vous le savez tous, dans les systèmes, le nombre d'appels par seconde, il n'est pas constant. Si ça scale up au bout de 9 appels par seconde, mais que après je me retrouve à 7 appels par seconde pendant 3 secondes, je repasse à 8, mais que le scale down il se fait instantanément, ben en fait, je perds totalement l'intérêt de mon scaling automatique, parce qu'en fait, je scale down, ah mince, je repasse donc le temps, et puis je vous laisse passer, bon là c'est la partie Java Spring, le temps de démarrage, c'est pas ouf du tout, donc, donc du coup, là on a, et puis en plus, pareil, il consomme énormément de CPU, enfin bref, j'essaie de vous dire de consommer de manière responsable, et ça fait du yo-yo sur le scaling, donc c'est pas ouf. Donc après, vous pouvez lui dire, bah attends quand même 60 secondes, assure-toi que pendant 60 secondes, tu sois resté sous cette métrique. Alors après, par défaut, c'est 5 minutes. Moi, j'ai mis 60 secondes pour pouvoir faire des tests et tout, parce que 5 minutes, c'est long. Mais après, et l'idée, c'est aussi, vous pouvez configurer le comportement sur du scale-up et être capable de faire, par exemple, je scale-up 2 par 2, je scale-up, et le scale-down, pareil, je scale-down 2 par 2. Je ne vais pas, par exemple, si je passe de 300 appels par seconde à 8, je ne veux pas passer de 10 pods à 1 pod d'un seul coup. Potentiellement, je veux faire en sorte que le scaling il soit progressif. Enfin, tout ça, c'est configurable. Ça reste au niveau de Kubernetes. Ce que j'ai dit, c'est que la métrique, elle vient de Prometheus. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'est super long à venir. Parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Donc, je vous ai dit, il y a mon microservice qui commence à prendre de la charge. Derrière, il va exposer la métrique. Prometheus, il met déjà 30 secondes à venir chercher la métrique. Mais ensuite, cette métrique, pour que ça marche avec le type horizontal pod autoscaler de Kubernetes, Kubernetes lui dit, non mais moi, les métriques, je veux qu'elles soient exposées sur Kubernetes. Je n'irai pas les chercher pour toi dans un service externe. Donc Prometheus, ils ont ce qu'ils appellent le Prometheus Adapter, qui permet de prendre les métriques de Prometheus et de les exposer sur l'API Kubernetes. Donc du coup, on a un autre composant qui s'appelle le Prometheus Adapter, qui va venir chercher les métriques, il fait aussi du scrapping de données, donc ça veut dire qu'il va venir scraper, donc on rajoute encore du temps de latence. Il va les exposer sur Kubernetes, et puis Kubernetes, c'est pareil, il vérifie tous les horizontal pod autoscaler à intervalles réguliers, donc on a quand même de la latence sur ce genre de choses. Donc, il y a d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même, ça peut être fastidieux de voir ce genre de choses. Et il ne faut pas se tromper sur la requête que vous faites au niveau de Prometheus, parce que si vous faites une requête qui retourne plusieurs résultats, le Prometheus Adapter, lui, prend la première. Mais vous ne savez pas c'est laquelle la première. Et donc le comportement, il peut être pas du tout cohérent. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc là, comme j'ai pas mal blablaté, on va pouvoir voir ce qui s'est passé là, sur les dashboards. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc là, j'ai mon service. J'ai pas mon service produit. Magnifique. Allez, ça c'était l'effet démo. Pourquoi? Ah voilà, j'avais dit que je l'ai fait la semaine dernière, ça marchait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai pas... Si on essaye d'éditer, on va essayer de regarder vite fait. Si ça marche pas. Oh là 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 là. Ce que je peux vous montrer, c'est que le scale-up a marché directement sur le cluster. Je n'ai pas la visibilité, désolé, du dashboard. Et je sais même pas, non, ça marche même pas. Ok, ben, j'ai un problème. Vous voyez là, la requête Prometheus n'est pas bonne. Désolé, l'effet démo voilà, m'a joué des tours aujourd'hui. Je ne suis pas capable de vous montrer que ça marche. Je vous assure que ça marche, si c'est bien configuré.
Si vous ne me croyez pas, je vais passer l'après-midi à comprendre pourquoi ça ne marche pas, parce que je le redonne la semaine prochaine, ce talk, donc ça, faut que ça marche. Mais ça doit être un problème de requête. J'ai fait 2-3 modifs la semaine dernière, parce qu'ils ont fait pas mal de mises à jour, et ça ne marche pas. Désolé pour ce petit, voilà, petit raté, ça arrive. C'est tout pour moi. C'était... Faut que je parte en courant, il n'y a personne qui me croit, je passe pour un charlatan de ouf. J'ai chaud, j'ai très très chaud. Je sens que le pen feedback va être super bien. Je vais l'enlever comme ça, hop, pas de mauvaise surprise. Non, mais bon, bref, si vous avez des questions, si vous êtes curieux, je pense que j'ai un peu de temps pour les questions. Ouais, je suis large, comme ma démo marche pas, j'ai du temps en rade sur les questions. On peut même essayer d'aller, comme j'ai du temps, on va s'amuser, on va essayer de regarder ce qui va pas. Ce que j'ai changé, c'est que dans ma config, j'étais passé en daemon set parce que ça m'intéressait pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour que ça marche, on va repasser en sidecar. Et je vais l'appliquer. Et allez, on fait du debug en live, c'est parti. Donc, on change le mode sidecar. Il va falloir qu'on change l'auto-instrumentation parce que je pointais sur le service headless. Donc, on va repasser en 0.0.0.0. Et on va appliquer les deux. Allez, c'est parti. Monitoring. Tout le monde voit bien? Super. Allez. Donc, on va appliquer la partie auto-instrumentation. Oui, apply. F, je suis déjà dans le dossier, donc ça, c'est bon. Hôtel, auto-instrumentation. OK. Et ensuite, on va appliquer on va réappliquer le collecteur. Le collecteur, OK. Non, j'ai pas besoin de faire mon main force, je m'en fous. Ça prend du temps. Ah oui, j'ai pas de Wi-Fi, je suis sur mon téléphone. Ça doit être parce que... Voilà, c'est bon, il a reconfiguré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer les services. Donc, moi, je fais un mode bourrin. On va tout redémarrer. Stock, shopping cart, order. Hop. On clean. Ça, je l'ai arrêté. Le port forward, je vais le refaire. Donc là, il va tout redémarrer. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des sidecars qui vont démarrer. Donc ça, ça marche. Donc là, on a nos sidecars, super, qui démarrent. C'est eux qui vont sur lesquels je vais envoyer. Et comme j'ai changé la partie auto-instrumentation, le endpoint, je pointe sur le sidecar, je pointe pas sur le microservice. Donc là, on va laisser... je vous ai dit, c'est Java, ça va pas vite. Hein. C'est pas ouf en termes de démarrage. Dès que ça démarre, après, on va rejouer le truc. On va refaire de la charge. Et on va espérer que cette fois-ci, ça marche. Ok, paf, 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 paf. J'ai tout le monde. Comment? Hein? Bah là, c'est bon, je peux renvoyer de la charge. Donc là, il va reprendre de la charge, mon service. Et puis, on va aller voir si, dans mon dashboard Grafana, est-ce que je revois mon service dashboard. Ah oui, j'ai killé les ports forward. Ok, donc on va se remettre sur le dashboard Grafana. Hop, dashboard, product. Ali, je vois mon produit. Bon, pour le moment, je vois le service, mais après, bah, ouais, je vois tous mes services, ça c'est bien, c'est bon, ça marche. Enfin, ça remarche à peu près. Là, c'est le temps que la donnée arrive, et là, c'est ce que je vous explique, c'est que bah, il faut que mon service il commence à l'exporter, que Prometheus vienne la chercher, machin et tout, donc ça prend un peu de temps. Donc c'est là où j'ai chaud, où je me dis, est-ce que... je transpire... est-ce qu'il y a des questions, le temps de voir si ça marche ou pas? Non? Ah oui. On n'a pas de micro? Il est un peu loin là, monsieur. Attendez. Sinon, je peux répéter la question, mais... Pardon. Non, ça va. Il est gentil, il est allé jusqu'au bout. Merci pour la présentation. De Petite rien. question, actuellement, nous, on utilise Datadog. Ouais. À quel point on peut remplacer Datadog par OpenTelemetry si, par exemple, on veut bouger de Spring Boot vers, je sais pas, Spring Native, et que du coup, on n'a pas envie d'avoir l'agent Datadog à injecter avec tout. Tu peux rajouter l'agent OpenTelemetry et exporter vers Datadog. Okay. Ils sont compatibles avec... Pour la petite histoire, quand OpenTelemetry est sorti, Datadog, ils ont eu très chaud, parce que pour ceux qui connaissent,
qui connaissent leurs outils, ils payent par agent Datadog. À l'époque, on payait par le nombre d'agents. OpenTelemetry est sorti, et comme on pouvait exporter vers Datadog, en fait, tous les gens ils ont changé tous leurs agents par OpenTelemetry, ils ont mis un agent Datadog, ils ont envoyé tout sur l'agent Datadog, et après ils avaient Datadog et ils payaient un seul agent. Là, c'était vachement bien. Bon, du coup, ils ont changé leur pricing model pour rattraper le truc, hein, mais mais du coup, effectivement, au début, c'était assez cocasse parce que les Dynatrace et Datadog, ils ont perdu un peu d'argent, puis après, bon, ils ont vite vu qu'il fallait qu'ils regagnent de l'argent. Ils avaient un monitoring qui était assez poussé là-dessus. Ok, allez, où est-ce qu'on en est? Est-ce que mon dashboard il va mieux? S'il y a une autre question? Une autre question, oui. Non, bon. Comment est-ce que vous comparez OpenTelemetry à Micrometer? Est-ce qu'on a des bridges de l'un à l'autre? Alors, tu es là, merci, je t'ai cherché. Micrometer, c'est juste, ça expose des métriques qui sont après, derrière, c'est compatible OpenTelemetry Micrometer. Donc ça veut dire que tu peux avoir dans ton microservice, tu peux avoir Micrometer, et derrière, tu peux du coup exposer des métriques métiers, ça va marcher pour ton microservice. Micrometer est compatible OpenTelemetry. Aujourd'hui, la plupart des outils, ils deviennent de plus en plus compatibles avec OpenTelemetry. Bon, je suis allé à une étape, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout du truc. Désolé, il faudra que je le répète ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si vous voulez voir comment ça marche, cette vidéo elle est c'est sur YouTube, je l'ai donné à un meet-up la semaine dernière et ça marchait. Donc voilà, et je la redonne la semaine prochaine au DevQuest Senior, du coup il faudra que ça marche, mais vous pourrez regarder en vidéo mais pas en live parce que là j'ai pas réussi à le faire marcher et là je pense que je suis à court de temps. S'il y en a qui n'ont pas osé poser des questions, vous pouvez venir me voir là, vous pouvez venir me jeter des trucs si vous n'êtes pas content que ça n'ait pas marché, ou sinon venir me voir au stand Ipon, je vais y aller après la conf s'il y en a qui veulent discuter 5 minutes. Merci beaucoup.